بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. Je me présente, M. Jemal Sidir, directeur de l'établissement Zaytouna. On est habitué à ce genre de journée de formation. Ce n'est pas la première journée du Ghana. وإن شاء الله ما تكونش لا dernière. شني في الصيف هذا جو كرو نهبطوا لا كادونس شوية. Donc, je remercie la présence de Ghana. On remercie le professeur de Lemino, qui est toujours présent, ce genre de... Pour les gens le PSP, il y a eu un changement de directeur, où je crois qu'il n'est pas habitué à ce genre d'événement. Peut-être que voilà, de toute façon, je l'ai invité à libérer les élémentaires, mais je crois que nous avons fait l'affaire. Ça fait, je dois le voir prochainement, Inch'Allah, vers la prochaine fois, Inch'Allah, et que le collecteur maintenant. وما نطولش عليكم نقول لكم bon courage. تفضل. À mon tour donc, de vous remercier et remercier tout le staff de l'école paramédicale Zaytouna. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quatre thèmes. Donc, on va voir les urgences médicales au cabinet dentaire qui seront présentées par moi-même. On va voir ensuite donc, le Dr Chebli qui va nous présenter les communications du processus, c'est ça. Et ensuite, on va voir une petite présentation du laboratoire et une présentation aussi de l'école. Et on terminera par les deux communications, celle du Dr Zaga qui va faire donc les cellulites et Dr Dagali qui va donc nous parler donc des traumatismes de la cavité buccale. Bon, sans trop tarder parce qu'on est un petit peu pressé. Donc les urgences médicales dans le cabinet dentaire, ce qu'on va faire donc le plan. Donc on va voir l'institution, les règles de déontologie des médecins et chirurgiens dentistes, ce que dit le code de déontologie dans ça. On va poser donc un problème, c'est-à-dire la problématique, et on va voir quelles sont les situations d'urgence, et on terminera par voir la trousse d'urgence, et j'ai oublié la conclusion. Alors, donc les urgences médicales dans un cabinet dentaire, je ne dirais pas donc sont fréquentes, mais elles sont assez rares. Mais du moment où elles surviennent, elles posent problème. Elles posent un véritable problème parce que c'est une urgence. Il y a risque de mort du patient. Ce qui fait que là, ça va entraîner des répercussions médico-légales qui sont très très importantes. Donc les urgences surviennent de manière inattendue d'une manière générale. C'est-à-dire elles sont brusques. Elles ne s'annoncent pas. D'accord? Elles sont liées généralement à la pratique chirurgicale en elle-même, c'est-à-dire quand le dentiste travaille. Donc, il y a urgence. Et, ou plutôt, à la caractéristique de la population traitée, parce que ceux qu'on traite, c'est-à-dire ceux que traitent les dentistes, ne sont pas forcément sains. Ils sont probablement peut-être malades. D'accord? C'est un sujet tard et éventuellement, etc. Donc, là, c'est quelques statistiques que j'ai trouvées. Donc, un dentiste au cours de sa carrière professionnelle de 40 ans aura rencontré 6 situations d'urgence, c'est-à-dire un événement tous les 6 ans et demi à peu près. D'accord? Et là, c'est assez rare, certes, mais je vous ai dit, donc ça pose un énorme problème médico-légal. Imaginez si le malade meurt dans la salle d'attente. La responsabilité incombe à qui? Au dentiste. C'est-à-dire au praticien. Et là, c'est médico-légal. Alors, et c'est ça le problème. Donc là, c'est-à-dire la problématique, elle est là. C'est-à-dire, soit on maîtrise les gestes d'urgence, soit on ne les maîtrise pas. Parce que là, regardez le code de déontologie. Le code de déontologie, il est fait pour les médecins et les dentistes et les pharmaciens. Dans le paragraphe 1, regardez l'article 9, le médecin, je vais le lire parce que c'est très important, regardez, ils ont inclus le chirurgien dentiste, doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. S'il ne le fait pas, il y a problème.
est un très grand problème. D'autant plus l'article 6, regardez. Donc, le médecin, chirurgien, dentiste, toujours le chirurgien, dentiste, sont au service de l'individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. L'article 7, la vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme. Voilà. Donc là, c'est clair. C'est-à-dire, si on n'apporte pas secours, donc on est dans la loi, le canon, c'est-à-dire en Algérie, donc on est dans ce qu'on appelle la non-assistance en personne en danger, et c'est là, c'est puni par la loi, c'est du pénal aussi, ce n'est pas du civil. Là, on risque de faire de la prison. Alors, quelles sont les situations d'urgence susceptibles de se produire donc, en médecine dentaire? Donc, c'est les syncopes et les crises convulsives, c'est les ingestions de corps étrangers, c'est les crises d'asthme, les urgences diabétiques et les réactions aux médicaments, c'est-à-dire les allergies. Et on va les voir un par un. Alors, la plus fréquente, c'est celle-là. La situation la plus fréquente, c'est les malaises et les syncopes. C'est-à-dire, c'est une perte de connaissance sur fauteuil. C'est-à-dire que le praticien exerce et subitement, le patient donc, a une perte de connaissance. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça donc le problème. Donc, c'est pratiquement, donc, si on va donc, dans nos urgences au niveau du CHU de Sétif, c'est 10% donc, de nos admissions donc, au niveau des urgences médicales, pas chirurgicales. Donc, deux erreurs qu'il ne faut jamais faire devant donc, une perte de connaissance. Banaliser la chose, c'est-à-dire, bon, c'est rien du tout, ça risque. Non, ça c'est une erreur. D'accord? Parce que là, on peut être face à une pathologie qui menace, là, effectivement, la vie du patient, c'est une pronostic vital. Et s'affoler, le contraire, c'est-à-dire donc s'affoler, faire des gestes inutiles, etc. Et multiplier des investigations donc, qui ne vont servir à rien du tout, et uniquement à perdre du temps. Alors, si je définis, la syncope, c'est quoi? Là, on va faire un peu de réanimation. C'est une perte de connaissance complète et brève. Elle ne s'étale pas dans le temps. Parce que si elle s'étale, ça devient autre chose, ça devient une commence. Donc, diminution, donc, c'est réduit bien sûr à une diminution brutale. De quoi? Du débit sanguin cérébral. Le résultat, c'est une chute par suppression donc, du tonus postural, c'est-à-dire les muscles vont se relâcher complètement. Et dans le cas le plus typique, ce sujet-là, il est debout par exemple, donc, et subitement, donc, il s'effondre à terre. Il reste inerte quelques secondes ou des dizaines de secondes. Je dis, c'est les brèves. Elle ne doit pas trop s'étaler dans le temps. Parce que si elle s'étale dans le temps, ça devient autre chose. Donc, le sujet donc, revient à lui seul, spontané. Donc ça, c'est un symptôme effectivement qui est très grave. Donc on a l'impression qu'on a fait une mort avortée. Donc c'est un sujet qui est mort et qui revient à la vie. Parce que là, donc, le débit, donc son brutal, c'est-à-dire le débit cérébral, donc c'est interrompu de manière donc, brutale. La lipothymie, c'est autre chose. Ça, c'est plus fréquent. Donc c'est un malaise, toujours dans le malaise, donc qui est subi. C'est brutal aussi, et passager. C'est une impression angoissante d'évanouissement. Imminent, avec donc pâleur, sueur, brouillard visuel, bourdonnement de l'oreille. Là, ici, regardez, il n'y a pas de perte de connaissance. Le patient, donc, est conscient. Il y a ce qu'on appelle une baisse de la conscience. C'est tout. Là, le sujet entend ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il est complètement effondré, mais il entend. Donc, c'est une forme donc, mineure donc, de syncopes ou un état préalable qui laisse au sujet le temps donc, de s'asseoir et s'allonger. Donc, la première, il s'effondre. La deuxième, donc, il attend, donc, il va s'asseoir. Vous dire, je suis pas bien, etc. Donc, bien qu'elle soit donc même grave, donc, du point de vue sémiologique et pronostic, c'est la même signification. Donc, voilà la plus grave. La plus grave, c'est la syncope cardiaque, donc qui expose donc, au risque de mort subite. Donc là, ça peut arriver sur un fauteuil. Alors, je vais être un petit peu pratique. Donc, regardez, c'est une situation clinique. Le patient est sur un fauteuil. Il ressent un étourdissement.
nausée et pâle. Bref, donc perte de connaissance qui est progressive avec des programmes de quelques minutes. Sueur, nausée, bourdonnement d'oreilles, etc. Je palpe mon pouls, donc il est rapide. Puis faible, là quand il devient faible, c'est une grande différence, ça c'est dangereux. Et ensuite, il lent, et enfin il redevient normal. Là, on est dans ce qu'on appelle la symptôme. Donc les circonstances sont très évocatrices. C'est-à-dire quand le geste du chirurgien dentiste est très douloureux. Extraction ou autre chose, la douleur est tellement importante que le malaise, donc, ça va provoquer donc, ce type donc, de problème. Ou l'émotion. Qui d'entre nous n'a pas peur du dentiste? On a tous peur du dentiste. Donc dès qu'on rentre, on est vraiment ému. Il y a des gens aussi, lorsqu'ils voient le sang, ils voient donc du sang couler ici, chauffe, etc. Donc on a l'impression qu'il a peur, etc. La chaleur ou l'atmosphère confinée qu'il a actuellement avec un geste, etc. Donc là, ça fait donc des préjugés. Ou là, un geste qui a été fait après un repas copieux, c'est-à-dire très gras, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle la forme la plus fréquente, c'est la syncope vago-vagal. Ce qu'on appelle le malaise vagal. Alors, qu'est-ce que je fais donc en urgence face à un malaise? Ça, c'est très important. Alors, je dois tout d'abord